Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 43 du 21 mai, épisode exceptionnel. J'ai fait beaucoup d'ordres cette semaine. J'ai fait des trucs que j'avais dit que je ne ferais pas et j'ai surperformé le CAC. Alors, par contre, j'aurais encore mieux performé si j'avais rien fait. Mais avant de voir ça, on va faire les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, je monte mon portefeuille rapidement pour les personnes les plus pressées. Même si tu regardes la vidéo que 5 minutes, que le début, n'oublie pas de mettre un pouce s'il te plaît, ça fait toujours plaisir. Voilà, je suis en pleine transparence avec vous, en honnêteté, donc ça mérite au minimum un pouce, il me semble. Donc, et cette semaine, donc j'ai dit que j'avais fait plein d'ordres. Voici mes ordres. On va en parler au fur et à mesure. Ok. Hop. Donc pour les personnes les moins pressées, on va commencer par mon fichier Excel. Comme d'habitude, j'enlève ma tête. Voilà. Donc cette semaine, j'ai fait plus 5. Enfin, depuis le début de l'année, je fais 5,46% de performance. Cette semaine, j'ai fait plus 1,36%. Donc très très bien. Cette semaine, je gagne 215,76 €. Super. Donc je fais un peu mieux que le CAC. Donc depuis le début de l'année, comme j'ai dit, je fais plus 5,46%, donc plus 866 euros. C'est toujours aussi nul par rapport aux trois indices par rapport auxquels je me compare. Donc par rapport au CAC, CAC normal, pardon, j'ai 10% de retard, 10,3% de retard. Par rapport au CAC dividende réinvesti, j'ai 12,10% de retard. Et par rapport au CAC Mid and Small, j'ai donc 1,4% de retard. Je reprends un petit peu, enfin je fais mieux que le CAC cette semaine, donc je reprends un peu de l'avance, je rattrape mon retard, pardon, je vais y arriver. Donc je rattrape un petit peu mon retard par rapport au CAC et au CAC Mid and Small. Donc on va voir. Depuis que j'ai commencé la bourse en mars 2020, j'ai un gain de 8,35%, donc 1300 euros environ. Voilà, donc ce qui est pas terrible, il y a une grosse période d'apprentissage, je suis encore en plein dedans. Voilà, donc je fais des conneries. D'ailleurs, on va aller voir tout à l'heure, j'en ai fait encore cette semaine. Par rapport à ma liquidité, du coup, j'ai récupéré un peu de liquidité sur le PEA. Comme vous avez pu le voir, j'ai vendu la totalité de la ligne Amundi. On verra tout à l'heure pourquoi. Donc, ce qui fait que j'ai 20% de liquidité actuellement. Alors, j'aurais eu beaucoup plus avec la ligne totale d'Amundi, mais j'ai craqué, j'ai acheté d'autres choses avec l'argent qui était sur le PEA. Bon, on va voir ça. Ma liste des courses a un peu changé, mais surtout, il faudrait que je la refasse la semaine prochaine. Donc, pour l'instant, j'ai pas changé grand-chose. Voilà, on la reverra la semaine prochaine, mise à jour. La feuille de rendement, c'est pareil. J'ai pas tout changé, j'ai pas enlevé Amundi. Je compte bien la reprendre lundi. Alors lundi ou mardi, je sais pas trop, au détachement du dividende. Essayer de l'avoir en dessous des 60 euros Amundi pour reprendre une ligne. Peut-être pas 17 actions comme avant, mais probablement la moitié. 9 ou 10. Ok. Sinon, j'ai changé la ligne Reworld Media et Lumibear suite à mes achats, mais il n'y a pas de dividende, donc ça change rien. Ok, donc on va passer directement hop, au compte titre. Donc cette semaine j'ai fait plus 1,36%, le CAC lui a fait plus 1,04%, donc super, je surperforme le CAC. Donc deuxième semaine d'affilée, il me semble, donc très très bien. Total Energy a fait plus 0,6% sur la semaine, j'en suis à presque 76% de plus-value depuis que je l'ai. Il y a une news. Donc je vais vous reparler de nouveau de la stratégie climat de Total Energy. Alors, cette fois, c'est une association très connue, ISS. Donc, je vais tout vous lire, c'est pas bien long, je vais essayer d'être clair. Après Shell la semaine dernière, c'est au tour de Total Energy de voir une résolution dissidente obtenir un soutien de poids. L'une des principales agences de conseil en vote de la place, ISS, a indiqué lundi qu'elle recommandait aux actionnaires du pétrolier de voter en faveur du texte déposé par l'activiste climatique Follovis et 17 autres investisseurs minoritaires, dont
Edmond Rothschild Asset Management, la Banque Postale Asset Management, Sycomore Asset Management ou encore des fonds de pension néerlandais PGGM représentant 1,4% du capital. Donc c'est des noms très connus, hein. Là, ils ont sorti les noms des ceux les plus connus. Donc effectivement, c'est très connu sur la place parisienne. Donc c'est des gros noms, des gros poids qui soutiennent la recommandation climat de l'association Follow This. Ok. Cette résolution consultative demande à Total Energy d'aligner entièrement ses objectifs en matière de baisse des émissions de dioxyde de carbone, donc CO2, sur l'accord de Paris. Sur ce thème, elle pointe l'absence d'ambition à l'horizon 2030 au niveau du scope 3, c'est-à-dire de l'ensemble des émissions du groupe, y compris celles indirectes dues à la consommation des produits qu'ils vendent. Donc c'est ça, moi, qui m'a fait ne pas voter pour cette résolution. Euh, voilà, je trouve ça énorme. Bon, on va voir ce qu'ils nous disent. Total Energy vise bien la neutralité carbone sur cet indicateur en 2050, mais ne promet aucune baisse de ses émissions d'ici à la fin de la décennie. Le conseil d'administration de l'entreprise a recommandé à ses actionnaires de voter contre la résolution de Follovis, estimant qu'elle serait contraire aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses clients. Ok, donc la décision d'ISS de soutenir le texte est d'autant plus signifiante que le spécialiste du Conseil en vote s'était précédemment opposé à des résolutions similaires déposées par Polovis aux assemblées générales de Shell et de BP. Donc moi, ce que je remarque, c'est que pour les sociétés anglo-saxonnes, l'association dit non, et pour Total, ils disent oui. Cette fois, la caractéristique non contraignante du texte a convaincu le proxy de se positionner contre l'avis du conseil d'administration. La proposition est consultative et ne porte pas atteinte à la prérogative du conseil d'administration de définir et de mettre en œuvre la stratégie de la société, indique ISS dans sa note. Le fait que la résolution sur le climat ait été déposée par Volovis et une coalition de 17 investisseurs, dont beaucoup sont des clients d'ISS, a peut-être contribué à ce revirement. ISS apporte également son soutien, avec certaines réserves, à la résolution déposée par le conseil d'administration et visant à valider les progrès de Total Energy en matière de développement durable. Un choix apparemment contradictoire qui ne choque pas Tarek Bouhou, responsable France de Follovis. Nous comprenons, donc il nous dit, Tarek nous dit, nous comprenons que des investisseurs puissent voter à la fois notre résolution de ce texte, qui se prononce sur les réalisations et non sur les objectifs. Nous craignons néanmoins qu'une approbation massive ne soit interprétée comme une validation de la stratégie climat du groupe. L'Assemblée générale de Total Energy, qui se tiendra le 26 mai, promet donc d'être agitée. Et oui, ça va être agité. Elle pourrait aussi réserver quelques surprises si beaucoup d'investisseurs décident de se rallier à la position d'ISS et Follovis. Donc chacun fait ses choix. Moi, je vous avais dit, j'ai voté non contre la proposition d'ISS et Follovis. Et j'ai voté non également à la stratégie de Total Energy. Donc on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous n'en avez rien à foutre, ou au contraire, si vous aussi c'est important pour vous, hein. On n'est pas que des investisseurs, on est aussi des parents. Certains d'entre vous sont des parents, on est des humains, voilà. On ne veut pas être les plus riches du cimetière. En tout cas, personnellement, je veux pas être le plus riche du cimetière, ça me sert à rien. Voilà, je préférais que mes sous continuent à être utiles aux jeunes générations plutôt que tout le monde meure dans l'atroce souffrance avec les pingouins et les éléphants roses. Ok. Donc sinon, on était sur Total. Donc Total Energy, bon, toujours sous résistance oblique baissière, toujours à un niveau extrêmement haut, toujours au-dessus des M200 jours. Donc rien ne change pour l'instant, hein. Va-t-on casser M200 jours par le sud et aller voir le niveau des 51-52? Ou allons-nous casser la résistance oblique baissière par le nord? Allons-nous revoir les plus hauts récents à 59 euros? Voilà, pour l'instant, indécision la plus totale. Indécision la plus totale sur Total. Ok, ça distribue. RSI à 50 pile poil. Et encore une fois, si on va à 51-52, il risque d'y avoir beaucoup de monde.
Ok, allez, ça va être vite. Cumulus Vep a fait moins 0,6% sur la semaine. J'en suis à moins 18,5%. Donc, il n'y a pas de news. Je vous rappelle que c'est une société à OCA BSA. Donc, faites gaffe. Jusqu'à la fin de l'année, il y a des OCA BSA. Et là, actuellement, c'est baissier. Il ne se passe rien parce qu'on attend tous de savoir comment ils vont financer leurs 50 nouvelles boutiques. Sur la chaîne, on pense, enfin, moi en tout cas perso, je pense qu'ils vont faire une augmentation de capital. Ils vont nous dire que c'est peu dilutif, j'espère. J'espère qu'ils vont nous dire que même si, voilà, qu'ils ils achètent, ça va augmenter plus le bénéfice par action que ça va nous diluer, nous, en tant qu'actionnaires historiques. Voilà, donc à suivre. Pour l'instant, c'est un prix, c'est moyen, au milieu de nulle part. On est loin des plus bas récents à 8,40. On est loin également des plus hauts récents à 10,80. Voilà, on n'arrive pas à combler ce gap avec un corps. Pour l'instant, on l'a comblé 5 fois avec une mèche, mais pas avec un corps. Donc il est probable que tant qu'on n'a pas de news, ça se dégrade légèrement, petit à petit, cumulus. Et donc on attend tous la news, savoir comment ils vont financer le truc, ce qui va rassurer beaucoup les actionnaires. On saura où on va, et donc on pourra investir ou choisir ce qu'on fait de nos sous en tout cas. Ok. Bon, si ça va à 9, je pense qu'il y aura un soutien sur les 9. Je pense pas que ça va casser quand même les 8,80. Je pense pas que ça cassera les 8,80 non plus. Mais bon, après, tout est possible, hein. On attend surtout la news. Tant qu'il n'y a pas de news, on risque d'attendre. On risque de baisser. C'est mon point de vue. Ok, donc le PEA. Le PEA, vous voyez les chiffres en haut, c'est le même que sur le CTO. Moi, je fais pas la distinction entre les deux. Le CTO plus le PEA, c'est mon compte bourse. Ok. Donc Coface, alors qu'est-ce qu'on peut voir déjà? On peut voir, comme vous l'avez peut-être vu vous-même cette semaine, Lumibird a explosé cette semaine, donc on va en parler. Et sinon, il est baisse, il n'y a pas trop de baisse, à part Reworld Media. J'en ai profité aussi pour me renforcer sur Reworld. On va voir. Coface, donc Coface a fait moins 0,2% cette semaine, j'en suis à plus 27%, il me semble pas qu'il y a de news. Non, STM, la prochaine news. Ah, si. Alors, sur la semaine a quand même été découpée en deux parties. Il y a eu la première partie de semaine où c'était assez négatif. On savait pas trop ce que. Bon, on voyait bien la dette américaine, le plafond de la dette américaine là, qui posait souci. Et en milieu de semaine, mercredi, je crois, à partir de mercredi, ça a commencé à s'améliorer. Et du coup, ça a été beaucoup mieux également sur les marchés. Donc, à suivre. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti cette news. C'était uniquement pour ça, c'est pour vous dire que la semaine a été quand même coupée en deux. Plus ou moins coupée en deux. Donc Coface, il y a le dividende qui va arriver bientôt là, le 22, donc c'est lundi. Voilà, donc 1,50 € en moins, on a 14 euros, on va se retrouver sur les 12,50. Potentiellement, certains d'entre vous voudront la choper là vers les 12,10 en pensant, en espérant une mèche sur MM 200 jours, pour ensuite que ça se reprenne. Bon, pas sûr du tout. Pas sûr du tout que ça se passe comme ça, que ça se reprenne. Bon, on verra. En tout cas, surveiller M 200 jours. Au cassage des M 200 jours, c'est pas bon. On risque d'aller voir beaucoup plus bas, hein. Après le détachement du dividende. Et généralement, il y a quand même une période de flottement de quelques jours où ça descend pas tout de suite. Les gens attendent de voir concrètement l'argent, le dividende sur leur compte pour être sûr qu'ils l'ont bien pour vendre leur action. Donc parfois, c'est ce qui arrive. Donc détachement du dividende sur Coface en début de semaine, voir ce qui se passe en fin de semaine quand on aura tous reçu les sous sur notre compte, s'il n'y a pas une période de vente à ce moment-là un peu trop prononcée. Potentiellement, essayer de la choper vers les 12-10 pour ceux qui y croient avec un stop court en dessous d'AM 200 jours, ça peut le faire. C'est une possibilité. Ok, j'ai pas dit les prix au-dessus, hein, ça sert à rien, hein. Orange a fait moins 2% cette semaine, donc ça commence à pas à distribuer, j'allais dire distribuer, mais si peut-être, en fait, on va voir. Donc non, ça distribue pas énorme, mais bon, ça latéralise. On a été touché là, le haut du support à 11,12.
vendredi. Le RSI passé en dessous de 50. Bon. Donc ça se dégrade, ça se dégrade. J'aurais préféré que ça reste plus latéral comme ça a été le cas en mars. Bon, donc là ça dégrade un peu plus. Potentiellement on peut aller voir le bas du support là vers les 10,90. Si ça casse les 10,90, c'est quand même mauvais signe. On risque d'aller voir plus bas. Potentiellement voire même 200 jours. Le dividende c'est pas tout de suite sur Orange. Il me semble que c'est mi-juin. 7 juin la dernière fois, donc début juin. Moi ça arrive quand même. Ok, donc à ces prix-là, je trouve ça un peu cher, surtout avant le dividende. J'ai dit les prix des 11. Et combien va être distribué d'ailleurs? Certainement 40 centimes. 40 centimes, donc ça nous fait 10,70. Ouais. Bon, moi je dirais plutôt M 200 jours pour avoir un stop court. Après, je vois qu'il y a un gap à combler quand même. On sait jamais. À 10,02. Et 10. Mais du coup, c'est en dessous des M 200 jours. Ok. Atos, ça fait plaisir cette semaine, elle a fait plus 4,95%, j'en suis à moins 17% depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news non plus, ça monte comme ça. Plus on se rapproche de la scission, plus on se rapproche d'une éventuelle rentrée en capital de quelqu'un. Ça monte petit à petit. Bon, ça monte sans trop de volume. La VAD s'est largement rachetée. Il en reste vraiment très très peu. Bon, mais moi je trouve la montée fragile, quoi, hein. On voit bien, c'est des petites bougies, des mèches hautes un peu partout. Bon, ça accumule pas des masses. Donc ok, donc pareil, on attend une grosse news sur Atos qui va tout changer. Est-ce que quelqu'un rentre? On va potentiellement voir les 16 euros. Après, ça dépend à quel prix il rentre. Si personne ne rentre, moi je pense pas que ça puisse aller beaucoup plus haut que 14 euros, hein. Je crois pas trop, hein. Donc à suivre. À suivre. Pour moi, on attend tous la news et là, ça monte sur pas grand-chose. Société Générale a fait plus 5,10% cette semaine. J'en suis à moins 7 depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news. Mais c'est la news que je vous ai dit tout à l'heure sur le relèvement du plafond de la dette américaine qui a rassuré les marchés. Je le prends comme ça, là. On voit surtout que c'est depuis mercredi que ça va mieux, que lundi, mardi, c'était pas terrible. Voilà, donc j'ai bien vu les bancaires apprécier ce risque en moins sur les marchés qui était le relèvement du plafond de la dette. Alors tout n'est pas encore sauvé, pour l'instant c'est que des on-dit. Donc à voir si c'est réellement sauvé, si dimanche soir on n'a pas une news disant que les républicains claquent la porte des négociations, ils n'ont pas pu trouver d'accord viable. Bon. Donc à ce qu'on continue de suivre, pour l'instant les politiques nous disent que c'est en bonne voie pour se résoudre. Ok? Le dividende sera distribué le 30 mai. En attendant, c'est la plus en retard des bancaires. On est toujours en dessous des M200 jours. Pour l'instant, on n'arrive pas à la passer. Énorme mèche haute vendredi. Et M200 jours à 23,45. Donc à passer les 23,45 pour être un peu plus serein. Essayez d'aller combler ce gap à 26,69, ce serait super. Ok, donc dividende le 30. À ces prix-là, je ne saurais pas trop vous dire si à ces prix-là c'est intéressant ou pas. Moi je vise 30. Moi je vise 30 euros environ, voire 33 le comblement du gap. Parce que la remontée des taux a un effet bénéfique sur les résultats des bancaires. Seulement, il y a un risque, parce que s'il y a une récession importante, ça va peser fortement sur les bilans des bancaires. Donc ça peut s'annuler. Voilà, moi je vise la montée des taux et un plateau de taux élevé jusqu'à au moins la fin de l'année. Et donc si c'est le cas, si mon scénario se produit, il y a de fortes chances que les bancaires montent. Par contre, s'il y a un signe noir, c'est sûr que les bancaires vont chuter direct. Elles chutent à chaque fois qu'il y a un problème.
Hum, voilà, donc bancaire, il faut faire gaffe. Mais si mon scénario est juste, hein, qu'il n'y a pas de récession et que les taux restent taux hauts jusqu'à la fin de l'année, ces prix-là sur les bancaires, en tout cas c'est général, devraient aller plus haut, il me semble. Donc que mon point de vue. Ok, suivant. Ribon Media fait moins 3,6% sur la semaine, j'en suis à moins 9,50%. Donc c'est l'une des entreprises que j'ai achetées. Alors après on fera Amundi, effectivement j'ai oublié Amundi. Donc Ribon Media, je voulais l'acheter le 17 mai. Le 17 mai c'était quand? Mercredi. Donc j'ai voulu acheter Ribon Media mercredi à 4,92. Ça passait pas, donc j'ai annulé mon ordre. Le jour même, j'ai remonté mon ordre à 4,94, ça passait pas, je l'ai annulé. Au final, je l'ai acheté à 4,95 et j'aurais dû laisser mon premier ordre à 4,92 parce qu'on a été en dessous des 4,92. Même si au final, on finit la semaine au-dessus de mon prix d'achat. Bon, bah, j'ai pas du tout acheté au plus bas, hein. J'ai pas du tout acheté au plus bas. On va voir graphiquement ce que ça nous donne Reworld Media. Il n'y a pas de news, hein. Lumibird, on l'a pas encore vu, Lumibird. Ok. Donc Reworld Media, très baissier là. Baissier depuis 2021. De moyen terme, c'est encore baissier, mais on est sur un support, dont j'avais parlé sur la chaîne, les 4,85 euros. J'avais dit que normalement, je ne devais pas me renforcer à ce niveau-là, hein. Je l'avais déjà fait en septembre. Mais bon, que je risquais de craquer entre 4,80 et 5. Bon, bah, j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai acheté un peu haut à 4,95. J'ai eu peur qu'il reparte sans moi. J'en voulais pour au moins 1000 euros sur Reworld Media. Donc là, j'y suis. 985 euros sur Reworld Media. Voilà. Donc, j'ai de fortes convictions sur cette entreprise. Donc il me semblait qu'il y avoir au minimum 1000 euros euh, pour montrer que j'ai des convictions sur Reworld Media. C'était pas mal. Et si ça va à 4,50, bah, je me réserve de nouveau 450 euros pour en acheter 100 à 4,50 si ça y va. Ok, c'était pas pour faire baisser mon PRU, ça l'a rien fait baisser, hein. Je crois de 0,7 centimes, un truc comme ça. Peut-être un peu plus, peut-être 17 centimes. Ouais, 17 centimes, je crois. J'étais à 5,64 et là je suis à 5,47. Donc j'ai fait baisser de 17 centimes. Mais le but c'était pas de faire baisser mon PRU. Le but c'était d'avoir 1000 euros sur Reworld Media. Un PRU que je trouve bien. Voilà. Donc les prix actuellement sur Reworld Media me paraissent bien à niveau fondamental. 5 euros c'est un support. J'ai peur que ça reparte et qu'ensuite on ne revoit plus ces prix-là. Mais potentiellement on peut aller à 4,50. Voilà, les small caps sont pas hyper recherchés ces temps-ci. S'il y a un trou d'air, voilà, on peut aller à 4,50. Et pour moi, ça serait une super opportunité. Ok, bon, je n'ai pas dit les prix au-dessus. 5,50, le comblement du gap, à voir. Déjà passé la résistance oblique baissière à de moyen terme. Ok. Alors, donc j'ai pas fait Amundi. Amundi, je l'ai vendu lundi. Non, mardi. Mardi, je l'ai vendu mardi Amundi. Alors j'ai dit ces dernières semaines que j'étais fortement à m'alléger sur Amundi, Stellantis, Métropole TV et Ruby. Donc j'ai toutes faites, sauf Stellantis et Amundi. Stellantis, j'ai toujours pas touché et je pense pas y toucher. Amundi, je l'ai vendu. Euh, donc on va voir en graphique. J'ai vendu à 61,10 €. J'ai pas vendu au plus haut, j'ai pas vendu au plus bas non plus. Voilà. Donc, et si j'avais rien fait, j'aurais mieux performé sur la semaine. Mais, Amundi, voilà, donc je l'ai vendu là mardi, il y avait une bougie très très moche. Lundi, on avait fait un plus haut avec une sorte de marteau, mais j'ai vu que mardi, on ouvrait avec un gap baissier, donc ça faisait un îlot de retournement, je sais plus comment ça s'appelle, là. Donc je me suis dit, bon, bah, ça va baisser d'ici au dividende, quoi. Donc j'ai vendu mardi en me disant 4,50 € de dividende, là je vends à 61 euros. 4,50 € de dividende, ça veut dire 56,50. Essayez de la rechoper, voilà, entre 56 et 57.
Ça pourrait être un super prix. Bon, ça ferait baisser mon PRU pour le plus long terme. Ok, je fais l'impasse sur le dividende, mais au moins je fais baisser mon PRU. Et sur long terme, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un PRU plus bas que d'avoir une année un dividende, quoi, et laisser mon PRU trop haut. Donc c'est ça que j'ai voulu faire. Voilà, donc lundi, ou peut-être mardi d'ailleurs, je sais pas trop, parce qu'ils disent que le détachement du dividende, c'est le 22 à minuit. Donc je sais pas trop si c'est détaché lundi matin ou mardi matin. Dans les deux cas, je renforcerai 10 Amundi au prix que ça sera à l'ouverture après la distribution des dividendes. Donc moi je pensais plutôt 56, 57, là c'est bien monté. Donc maintenant je pense plutôt entre 57 et 59. Voilà, donc une demi-ligne, un peu plus bas que mon PRU d'avant. Et, euh, et ouais, j'ai pas gagné autant que j'aurais si j'avais rien fait. Mais si j'avais rien fait, je serais resté avec un PRU plus haut, plus longtemps, potentiellement. Donc bon. Donc je suis pas serein. Vous le comprenez, je suis pas serein. Là, c'est très très beau, très très belle tendance haussière sur Amundi. Donc est-ce que c'est juste dû au dividende et après la distribution du dividende, ça va retomber? C'est possible, voilà. Mais là, je suis pas serein d'avoir tout vendu. Je me suis pas seulement allégé, j'ai tout vendu. Donc je reprendrai une demi-ligne quand même lundi ou mardi. Voilà, donc là, ça s'est passé comme ça. Métropole TV, je m'étais allégé. Et si j'avais tout vendu sur Métropole TV, voilà, j'aurais pu la racheter beaucoup plus basse et là, j'aurais été beaucoup plus gagnant. Donc, j'ai essayé de faire ça, en fait. Voilà, mais bon, la tendance sur Métropole TV n'était pas du tout aussi belle qu'elle est actuellement sur Amundi. Donc, j'espère que vous m'avez compris. Métropole TV, j'ai vendu que la moitié de ma ligne et du coup, maintenant, je me retrouve avec une demi-ligne à moins 10%, moins-value de moins 10%. Si j'avais vendu la totalité de Métropole et racheté le lendemain du dividende, comme je veux le faire là sur Amundi, je me serais retrouvé avec mon ancienne ligne, mais avec un PRU beaucoup plus bas. Voilà, donc c'est ça que je voulais faire sur Amundi. Donc ça va pas se faire comme ça. Et c'est pas ça que j'ai fait sur Métropole. Ok, bon. Je m'embrouille, enfin je vous embrouille, je pense. Ok, donc ça c'est fait. Amundi, on l'a fait. Lumibird, donc c'est la surprise de la semaine. Lumibird a pris plus 16,74%, donc je suis passé en positif. A été beaucoup plus bas auparavant Lumibird, donc je me suis renforcé. Comme j'avais du cash, du coup j'ai vendu Amundi, j'avais du cash. Donc mardi de nouveau, voulu acheter Lumibird à 15,92. Donc cette fois, au début ça passait pas, mais j'ai pas bougé mon ordre parce que j'ai bien conscience que j'ai acheté un peu haut Lumibird, hein, j'ai bien conscience. Donc 15,92 j'ai acheté plus haut que le cours de clôture, donc j'ai pas acheté au plus bas, hein. J'ai pas non plus acheté au plus haut, je pense pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur Lumibird? Et donc pardon. Oups. Donc Lumibird j'en ai 50 et donc j'en ai repris 10. J'en ai repris 10. Voilà, donc un cinquième de plus, un peu haut certes, mais c'était pour avoir un peu plus de montant sur ma ligne Lumibird parce que comme Reworld c'est une conviction, donc je veux pas la laisser en bas de mon portefeuille. En ce faisant, j'ai un peu fait monter mon PRU. Voilà. J'ai un peu fait monter mon PRU, de très très peu, mais quand même. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur Lumibird? Lumibird signe un accord avec Prima pour l'acquisition de Convergent Photonics. Donc c'est pour ça que j'apprécie ce genre de boîte, hein, comme Reworld, Lumibird, Cumulus maintenant, Nekon avant. Qu'est-ce que j'ai d'autre en portefeuille qui me plaît bien et qui fait l'acquisition externe? Téléperf, Eurofins, Equasens. Voilà, toutes ces belles boîtes à fond de les acquisitions externes. Et c'est ce que moi, c'est une chose que j'apprécie. Et donc là, Lumibird, voilà. Ça le fait également. Par contre, alors je m'attendais pas du tout à une hausse énorme à ce point. J'ai toujours pas compris pourquoi une hausse à ce point. Donc on va tout lire, mais il n'y a pas d'information pour savoir pourquoi c'est autant monté, hein. Moi j'ai pas vu.
Donc, le groupe Lumibird, acteur européen des technologies laser, a signé le 15 mai un accord avec la société italienne Prima Industrie portant sur l'acquisition de sa filiale Convergent Photonics et des actifs de Convergent détenus par Prima Industries North America. Cette acquisition apporte à Lumibird un avantage stratégique sur les semi-conducteurs et les lasers à fibres de forte puissance et lui ouvre de nouveaux marchés. Alors, si, c'est pour ça que ça a tellement monté, mais j'ai trouvé la montée quand même excessive par rapport à la news, hein. Déjà, c'est un accord, hein. Je veux dire, bon, on n'est qu'au tout début, ça risque de prendre du temps. En plus, on ne sait pas quelles seront les synergies. Donc, une hausse comme ça en 2 jours là, de 20%, moi j'ai trouvé ça un peu trop. Donc, je me suis quand même renforcé, parce que je voulais pas qu'il parte non plus sans moi. Mais je m'attends à ce que ça rebaisse, hein. Donc cette acquisition permettra à Lumibird de renforcer encore davantage sa souveraineté dans le domaine des lasers et de l'optronique. Elle complète également avec l'arrivée du semi-conducteur les investissements stratégiques déjà réalisés sur la fibre optique et les composants dérivés. Elle permet à Lumibird de devenir indépendante à terme sur la fourniture de composants critiques et lui confère des capacités d'innovation accrues à l'échelle des matériaux et des composants tout en internalisant des marges de composants onéreux. Ça, c'est très intéressant. Donc, mais de nouveau, c'est que le début, il n'y a encore rien de fait. Ça va coûter de l'argent. Ils nous ont pas, je crois pas qu'ils nous ont dit comment ils allaient faire. On va voir. L'intégration de ces activités permettra le développement de la branche médicale sur d'autres marchés que celui de l'ophtalmologie, sur lequel le groupe est déjà en position de leadership. En totale synergie avec la branche photonique qui fournira les lasers de forte puissance, la voie d'application en urologie et gynécologie est ouverte. Les parties s'attendent à une réalisation effective de la transaction au cours du deuxième semestre 2023. Ok, donc d'ici à la fin de l'année, ça c'est cool. Sous réserve de l'accord des autorités de régulation et de contrôle en Italie et aux USA. Donc sous réserve toujours, hein. Mais le marché des lasers est vraiment très éclaté. Il y a énormément de petits acteurs. Donc j'ai pas trop de doute par rapport à ça. Lumibird financera son acquisition par sa trésorerie disponible ou par le tirage des lignes bancaires dont dispose le groupe dans le respect des convenances. Donc très très bien. En plus, ils nous disent comment ils font l'acquisition. Donc très 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 bien. Donc je retire pas ce que j'ai dit, hein. Je comprends toujours pas pourquoi il y a une hausse de 20%. Ce n'est que le début. Ça va être un peu vite. Bon. Donc on va voir en graphique. En tout cas, c'est une très belle news. Donc Lumibird, voilà, on était là, on était très très bas. Moi je vous disais, à ces prix-là, c'est intéressant. En dessous de 17, c'était intéressant. Moi j'ai commencé ma ligne à 16. Je me suis renforcé à 14,40 et je vous disais, potentiellement, ça peut aller à 12. On a fait les plus bas fondamentales sur Lumibird normalement en 2022. Donc au niveau du fondamental, si les investisseurs sont un peu frileux, ça peut aller à 12. Donc pour l'instant, on ne prend pas du tout le chemin des 12. Et comme je disais, la sortie de cette news, lundi 15 mai, oups. Donc en 3 bougies, on a pris 20%. 20%. Super. Donc un peu trop fort, un peu trop vite. Et moi, je me suis renforcé du coup le troisième jour uniquement, hein. J'ai beaucoup, beaucoup tardé. J'ai beaucoup tardé. J'ai beaucoup tardé. Donc là, on est un peu haut. On voit que ça a accumulé au début, mais qu'ensuite ça a distribué quand même à 16 euros. Ça a distribué sans trop de volume. Donc il y a eu 3 jours de volume quand même. Ceux qui en voulaient, certainement, en ont eu. Et maintenant, on attend. Voilà, donc j'ai certainement acheté un peu cher. Il y a des chances que ça retourne sur les 15 euros. Bon, voir les 14,10 € comblement du gap. Donc je reste sur ce que j'ai dit jusqu'à présent et depuis que j'ai acheté la société. En dessous de 17, ça me paraît être un bon prix. Voilà. À quel prix on peut la choper en optimisant son prix d'achat? Telle est la question. Donc pour l'instant, ça latéralise, mais moi je m'attends à ce que ça descende quand même parce que la montée était trop forte, trop rapide suite à une news qui est bonne, mais qui est pas non plus. Ok, pour l'instant, on n'a pas de chiffre quoi. Téléperformance, ça fait moins 0,16% cette semaine. J'en suis à moins 7,5%, donc il n'y a pas de news.
Donc une entrée récente sur Téléperformance. Ok, donc là ça latéralise dans le support entre 150 et 165. Donc on est en plein milieu. Potentiellement, donc à 150 euros le bas du support, je me renforce de nouveau. Entre 148 et 152, on va dire. Si ça casse les 148, il y a un autre support plus bas à 130. Donc j'y crois pas trop, 130, mais bon, s'il y a un signe noir demain, si tonton Poupou, il nous envoie une petite bombe en Ukraine, bah voilà, on ira voir les 130 euros minimum, par exemple. Donc il faut toujours avoir du cash de côté. Pour l'instant, je me laisse vivre. Mon PRU à 171 euros est pas bien loin. Donc en pourcentage, je suis en moins-value de 8%. Voilà, pour du long terme, pour l'instant, ça me va. Donc à suivre. Pour l'instant, c'est extrêmement, ça latéralise total, quoi. Ça accumule pas, ça distribue pas. Le RSI vient de sortir de la survente, il n'y a pas de volume, donc bon, pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Un couteau qui se plante, il se plante en plusieurs mois, voire trimestres, hein. Donc c'est pas en quelques jours qu'il se plante, pas du tout. Eurofins, ça fait plus 0,8% cette semaine, j'en suis à plus 6,6%, à moins 6, pardon, j'en suis à moins 6% sur Eurofins, donc il n'y a pas de news. Eurofins, pareil. Potentiellement, alors, graphiquement, les prix optimum là pour se renforcer, c'est 58,60. Fondamentalement, moi je trouve pas ça dégueu du tout. Mais la tendance est extrêmement moche. Les chiffres en 2023 sur Eurofins, c'est en 2023 qu'Eurofins fera ses plus bas fondamentales normalement. Donc potentiellement on peut descendre à 55 voire 50 euros. Pour l'instant c'est dans un range entre 60 et 63 euros. Voilà, là on est dans le bas du range. Et mon PRU, graphiquement il est peut-être pas terrible, mais moi je trouve pas dégueu. Moi, je trouve pas dégueu du tout. Eurofins pour du long terme à 65 euros. Ok. Crédit Agricole a fait plus 1,30% sur la semaine. J'en suis à plus 26%. Donc, c'est ma bancaire long terme. Crédit Agricole, qu'est-ce qui se passe? Dividendes et nominations approuvées en Assemblée Générale. Donc, 1,50 € de dividendes. Ok. C'est quand le dividende sur Crédit Agricole? Il me semble que c'est dans pas très longtemps. Le 30 mai. 30 mai, dividende sur Crédit Agricole. Actuellement, on est un peu haut sur Crédit Agricole. Donc, comme j'ai dit sur Société Générale, hein, si les taux restent hauts encore longtemps, s'il n'y a pas de signe noir, je pense qu'à ces prix, on va avoir des prix plus hauts sur les bancaires. Mais c'est un risque. Là, actuellement, on dans une résistance des plus hauts récents et Crédit Agricole. Donc, il faudrait les passer pour essayer d'aller voir plus haut. Voilà, sachant qu'il y a le dividende le 30 d'1 euro. Donc, si on est à 12, ça fera 11 euros. Donc à ce prix-là, moi j'achète pas, mais bon après, si t'as pas de bancaire, il vaut mieux attendre un trou d'air, hein, de toute façon, il risque d'y en avoir. Ok, bon, donc trop cher, trop cher. Moi je vise le comblement du gap à 12,56. Je vise dans le sens où c'est un objectif de prix, mais je compte pas m'alléger sur Crédit Agricole, je n'ai pas beaucoup. Ouais, je me suis déjà pas mal allégé sur d'autres sociétés que j'appréciais, donc là je vais pas m'alléger sur toutes. J'ai pas dit de prix en bas. Pour moi, on est dans la résistance là des 11,60 à 12 euros. Si on casse les 11,60, on peut aller combler le gap à 11,30, à 11,21, pardon. Mais vu qu'il y a le dividende en très peu de temps, ça risque de latéraliser plutôt, hein, je pense. Et du coup, on a fait les deux bancaires. Donc on va regarder BNP. Donc BNP pour savoir surtout laquelle des bancaires a moins bien performé cette semaine. Donc a priori,
C'est pas Société Générale. Donc elle aussi, dans sa résistance, elle n'a pas passé les plus hauts récents, là, pour aller combler le gap à 62,57. Donc hors signe noir pour moi, on va aller les combler, hein. BNP, j'ai pas regardé le dividende, mais pareil, ça doit arriver dans très peu de temps. Donc plus 2,40, quand même, plus 2,40 quand même. Ah non. 2,33 sur BNP Paribas, plus 2,33. J'ai dit combien pour les autres? C'est Général plus 5, oui. Crédit Agricole plus 1,30. Ok, donc c'est Crédit Agricole le boulet de la semaine. Celle qui a le moins bien performé. Bon. Ok, donc j'ai pas dit le prix sur Crédit Agricole, il y a une résistance, vous l'avez bien vu, avant d'aller combler le gap. Je pense que ça va y aller, mais on sait jamais. STM a fait plus 6,50% sur la semaine. Donc elle a très très bien performé STM. Il n'y a pas de news. Il n'y a pas une news sur les semi-conducteurs. J'ai un doute tout d'un coup. Ok. Donc en tout cas, ça a bien performé. On était un peu bas. On n'est plus sous la résistance oblique baissière, donc très très bien. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile court terme, au-dessus du support. Bon, il y a des supports tous les 2 euros, donc bon. Bon, ça n'a pas trop accumulé non plus. On est vite fait repasser au-dessus des 52 RSI avec un volume moyen. Bon, donc c'est pas sauvé sur STM. J'avais dit qu'en dessous de 40 pour moi c'était pas des prix dégueux, hein, mais que effectivement STM n'était pas trop n'était pas la chouchoute des investisseurs quoi, hein. Du coup bah, pour l'instant on profite. Pour l'instant on profite. Il risque d'y avoir une grosse résistance là à 44 euros. Je pense pas qu'on la passera d'un coup. Bon, sauf bonne news. Sauf bonne news. Bon, ok, je vois pas quoi dire de plus. 44 euros. MM200 jours à 38 euros si jamais il y a un pullback dessus. Pour l'instant, ça part bien, mais pas serein. Stellantis avait plus 3,25% sur la semaine. J'en suis à plus 3,80%. Il y a une news. Alors, je crois qu'il y a plein de petites news. Donc, le Stellantis a prévenu le Royaume-Uni qu'il y avait des problèmes suite au Brexit et que si l'État ne le réglait pas, il risquait de fermer les usines au Royaume-Uni. Et les immatriculations de voitures neuves ont bondi de 17% en avril. Très très bien. Dans l'Union européenne. 803 000 unités, donc très très bien. Est-ce que c'était pour ça? Je crois pas. 132 000 Jeep Cherokee rappelés. Bon, on a vu des chiffres beaucoup plus importants avec des millions de voitures. Là, c'est 130 000 voitures, donc ça va. Stellantis prend 33% du capital de Symbio, la co-entreprise de Forestia et Michelin dans l'hydrogène. Donc très bien, donc maintenant il y a trois gros acteurs français qui sont sur une solution hydrogène. Donc Stellantis, Forestia et Michelin. Ok, donc très très bien. Bon, c'était les petites news. Graphiquement, ça donne quoi? Donc graphiquement, on est toujours sous résistance oblique baissière là. On l'a testé avec une mèche, mais on n'est pas passé, pas encore. Donc volume moyen est resté au-dessus de 50. C'est possible qu'on la passe, mais il est aussi possible qu'on retourne plus bas sur le niveau des 14,20 là. Donc à suivre. Et si on arrive à les passer, donc il y aura les plus hauts récents à passer là à 16,30. Il y a beaucoup c'est pas du buzz, mais beaucoup de gérants en parlent ces temps-ci là. Je vois sur les magazines, Investir, Le Revenu, BFM Business. De nouveau, ils en reparlent de Stellantis et de Ruby également. Hmm, bon, donc il y a peut-être un effet mode, peut-être que ça va retomber. Moi, j'attends 12,50 pour me renforcer. Voilà, un trou d'air.
Et au-dessus de 15 euros pour moi, ça me semble un peu cher. C'est mon PRU. C'est l'une des rares avec mon PRU qui est pas terrible, sur lequel je me suis pas allégé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Equasens. Equasens, ça fait moins 1,95% sur la semaine. J'en suis à plus 26% depuis que je l'ai acheté. Y a pas de news? Non. Equasens. Donc Equasens, j'avais dit que là, elle m'avait surpris Equasens en... Il me semble que c'était ça, hein. Oui, elle m'avait surpris Equasens en passant à même 200 jours comme ça. Hmm. Donc bah, là, on latéralise au-dessus de m 200 jours. Là, bon, la tendance est quand même pas mal. On est au-dessus de m 200 jours, mais voilà, à ces prix-là, moi je trouve ça un peu cher. À ces prix-là, je trouve ça un peu cher. 70 euros, je pense qu'on va y retourner. Bon, pour l'instant, c'est au-dessus de m 200 jours. Au-dessus de la moyenne mobile court terme, très très bien. Mais bon, c'est pas... Volume un peu faible, ça accumule pas. Bon, voilà, moi je trouve ça un peu cher à ces prix-là, donc je vais redire 70 euros. On va attendre des croissances à un minimum 70 euros, je pense, hein. Mais aucune idée d'où ça va aller, hein. Ça, c'est... Cumulus, on la retrouve, donc elle a fait moins 0,6% sur la semaine, j'en suis à moins 24% sur ma ligne du PEA. C'est bien sur la ligne du PEA que j'ai le moins bon PRU. Bon, on l'a déjà vu sur le CTO, donc je passe. Rubis, ça fait plus 1,24% sur la semaine. J'en suis toujours à plus 3,57% de bénéfices sur cette valeur. Donc pour rappel, je m'étais allégé. Alors elle, je m'étais allégé, mais j'ai toujours dit qu'en dessous de 27 euros, fondamentalement, ça me semblait être un bon prix. Donc j'ai pris un gros risque. J'ai pris un gros risque le 2 mai en m'allégeant, en me disant je pourrais le choper plus bas, certainement après le dividende. Donc on va voir, on va voir. Pour l'instant, c'est entre 25 et 26,80. Donc à voir ce que ça y fait. Si ça passe cette résistance avant le dividende, je serais quand même très surpris. Je serais très surpris, voilà. Et moi, j'attends plutôt vers les 22 euros pour me renforcer. Je pense qu'on aura une opportunité après le dividende pour aller vers les 22 euros, la choper sur les 22 euros. Donc à suivre. Mais voilà, la tendance est quand même pas mal, hein. Ça, c'est pas mal. Donc Ruby c'est fait. Corian, pouf, ah non, je fatigue. Corian a fait plus 0,5 sur la semaine, j'en suis à moins 0,21%. Corian, je me suis renforcé également Corian. Donc Corian, j'ai doublé ma ligne à 7,77, donc c'est-à-dire plus haut que les prix de clôture. J'ai pas renforcé au plus bas Corian. Donc j'ai doublé ma ligne, j'avais une toute petite ligne là, j'ai doublé ma ligne et pourtant c'est quand même une ligne en dessous de 500 euros. Donc voilà, donc j'ai juste voulu avoir une ligne de taille normale sur Corian. J'ai pas voulu spécialement, enfin d'ailleurs j'ai fait monter mon PRU un petit peu sur Corian. Voilà, donc j'ai essayé de la choper le plus proche possible de ce support oblique ainsi que la moyenne mobile court terme. Bon, un peu cher. Bon, actuellement elle est sur une belle tendance Corian. Beaucoup de gérants conseillent le secteur santé là pour la période qui va venir. Que c'est sur une belle tendance et que c'est défensif, étant donné que les indices sont un peu hauts. Voilà, c'est toujours plus sécurisant d'avoir des valeurs défensives. Donc, pour l'instant, c'est sur une belle tendance, donc je garde. J'espère que ça va aller combler le gap à 9,35. Dans ce cas-là, je vends. Il est plus probable qu'on se casse la tête sous AM200 jours avant, qu'elle redescende. Donc, dans ce cas-là, certainement que je m'allège ou je vends pour récupérer du cash sur Corian. Et si mon support oblique la casse, je vais vendre Corian pour récupérer le cash.
Voilà. J'ai bon espoir sur Corian pour les années à venir. Il me semble qu'à ce prix-là, c'est un prix très intéressant, mais je suis pas sûr du tout qu'on puisse pas avoir des prix encore plus intéressants lors de l'augmentation de capital d'Orpea. Donc, j'étais rentré sur Corian à un moment où j'avais un peu de cash, j'avais pas trop de lignes, en me disant voilà, je tente une toute petite ligne et j'ai le temps de voir venir hmm, pour le long terme, quoi. Bon, pour du long terme, avec un dividende au-dessus du rendement du livret A, au prix où je l'ai acheté, encore actuellement. Voilà, donc je peux patienter avec mon dividende au-dessus du livret A le temps que Corian revienne à 20 euros. Donc, entre-temps, je suis rentré fortement sur Téléperformance. Il y a une opportunité sur Téléperformance. Donc, ça a bousculé mes plans. Ça m'a brûlé un peu plus de cash que ce que je pensais. Hmm, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense à récupérer du cash sur Corian. Donc, c'est pas parce que mes convictions ont baissé sur Corian, c'est pour un problème de money management, quoi. Je veux récupérer du cash. Voilà. Donc, vous savez tout. Pour moi, à ce prix-là, c'est un bon prix. Il se peut qu'on passe pas M200 jours tout de suite du premier coup, hein, comme d'habitude. Il se peut aussi qu'on fasse des plus bas que les prix récents, mais pas certain. Pas certain. Orpea, c'est quand même pas Corian. C'est deux sociétés qui sont bien différentes, donc il peut y avoir un. Moi, je pense qu'il risque d'avoir un choc psychologique quand on va voir les actions d'Orpea à 30 centimes. Est-ce qu'il peut avoir un impact sur le secteur? Mais c'est pas sûr. Voilà. Ok, bon, je blablate, on passe à autre chose. Xilam a fait plus 1,22% sur la semaine, j'en suis à moins 16 depuis que je l'ai acheté, il n'y a pas de news. Donc Xilam, c'est à des plus bas récents, là. Ça latéralise à des plus bas récents. Vendredi, on a passé la moyenne mobile court terme, mais sans volume. Voilà. La veille, il y avait un peu de volume, mais on n'a pas passé la moyenne mobile court terme. Donc Zillam, moi je pense qu'on a des prix intéressants à ces prix-là, fondamentalement. Je pense que on va être plus haut dans les années à venir. Mais en attendant, c'est extrêmement baissier. Au minimum, ça latéralise et au pire, ça baisse, quoi. Donc prudence, prudence. Moi je trouve qu'à ces prix-là, c'est des prix intéressants. Je pense pas que ça puisse passer en dessous des 23 euros. Voilà. Mais je pensais pas que ça passerait en dessous des 35, ni en dessous des 30, ni en dessous des 25. Donc, ça peut très bien passer en dessous de 23 euros. Ok. Nekon a fait plus 2,22% sur la semaine. J'en suis à moins 10 depuis que je l'ai acheté. Ah mince, j'ai pas pensé à vous sortir une photo d'Ophélie Winter, c'est dommage. Alors, Nekon. Hmm. Nekon, le jeu Astérix Obélix Heroes rejoint son catalogue. Donc, deux nouveaux jeux à destination des enfants. Ah, ça c'était la semaine dernière, pardon. Donc, deux nouveaux jeux la semaine dernière et encore un nouveau là cette semaine. Donc, la foi est un peu revenue sur Nikon. Voilà, la voyant remonter après avoir. On va la voir en graphique. Après avoir bien performé, après avoir fait les nouveaux plus bas là, à 2 euros. Non, à la sortie des chiffres, pardon, à la sortie des chiffres. Il me semble que c'était fin avril. Je vous avais dit, moi, je m'attends à ce que ça fasse des plus bas historiques. Ça ne l'a pas fait. Donc, je me suis remis en question. Je me suis demandé pourquoi les investisseurs, eux, ils y croyaient. Et effectivement, aujourd'hui, ils nous ont sorti des chiffres équivalents à ceux de l'année dernière. Les chiffres annuels pour 2022 étaient équivalents à ceux de l'année 2021, alors qu'ils avaient sorti que 6 jeux. Là, en 2023, ils vont sortir 14 jeux, je crois. Même s'ils ne sortent pas tous, même si de nouveau ils nous déçoivent en sortant pas leurs 14 jeux comme ils ont prévu, ils vont en sortir beaucoup plus que 6 normalement. Donc ce qui devrait augmenter largement le chiffre, les bénéfices par rapport à 2022. Donc un peu comme pas mal de mes sociétés, normalement on a fait un point bas fondamental sur Necon en 2022 et le marché joue que ça va se reprendre en 2023.
Donc je l'ai bien vu, la tendance est extrêmement belle. Je me suis toujours pas renforcé dessus parce que même si la foi est un peu revenue, le CAC est toujours à 7005 et et voilà. Bon, et le management ne me plaît pas trop. Il m'a trop déçu depuis quelques temps. Voilà. Donc chat échaudé, craint l'eau froide. Voilà. Donc je patiente. Pour l'instant, je patiente. J'ai bien conscience que là, ça va se casser la tête sous M200 jours et que même si ça passe, les 3 euros vont faire support certainement. Vont faire résistance, pardon, vont faire résistance, je pense. Hmm, ok. Donc la foi est revenue un petit peu, hein. C'est pas non plus la top la folie. Donc à suivre. À suivre Nekon. Comme je dis, moi je pense pas que ça passe M200 jours du premier coup. J'espère que ça fasse un pushback sur les 2,50. Bon, à 2,50, si on y retourne, j'en rachète 50. Ouais, un peu plus de 100 balles, 140 euros. Hmm. Bon, pour renforcer un petit peu ma ligne, Nekon, bah, faire baisser un petit peu mon PRU, pourquoi pas. Voilà, bon. Donc, mea culpa, la foi est revenue un petit peu, mais bon, pas trop non plus, hein. Métropole a fait plus 1,44% sur la semaine. J'en suis en moins-value de moins 8% pratiquement. Donc, c'est ce que j'avais dit quand j'ai parlé de Amundi. Si j'avais vendu la totalité de ma ligne à Métropole et que j'ai revendu et que j'avais racheté et j'aurais racheté pardon au détachement du dividende, aujourd'hui je serais en plus-value sur Métropole. Euh, voilà, donc ça aurait été super. Ça se passe la même chose sur Amundi, mais ce sera pas là, ce sera pas le cas. Ce sera pas le cas. Donc Métropole, on va voir en graphique, qu'est-ce qui se passe? Donc Métropole à ce prix-là, moi je trouve ça un peu cher. Moi je vais essayer de me renforcer en dessous de 12. C'est pour ça que je me suis allégé. Euh, Mais il faut avouer que voilà, là ça distribue pas, ça baisse pas trop non plus. Pour l'instant, ça latéralise. Bon, sans trop de volume et récit un peu faible. Donc à voir. J'ai peur de nouveau que ça parte sans moi, que ça retourne à 16, voire 17 euros avec ma demi-ligne. C'est le risque. Moi, je vais attendre en dessous de 12 pour me renforcer. Voilà, peut-être même sous 11,50 pour être plus précis. Pour l'instant, ça latéralise. Ok, donc on a fait le tour du... On a fait le tour? Ah, bah j'ai oublié ma tête tout au long de la vidéo, ouais. Ok, bah écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. Pas de vidéo de portefeuille de Maxime cette semaine. Normalement, il devrait être revenu du Japon la semaine prochaine. Donc on va espérer qu'il nous fasse une vidéo la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.